dernier Rwandais, militaire rwandais sortira de notre territoire. Mais cette guerre, on va la gagner. Et nous sommes déjà dans la voie de la gagner. Info 243 au cœur de l'actualité. Depuis 30 ans, alors que la République démocratique du Congo connaît la guerre dans sa partie orientale, au vu de la dégradation de conditions sécuritaires, l'organisme national de suivi présente le tableau sur les implications et les auteurs de la dégradation de la situation de l'Est, y compris le carnage qui ont eu lieu récemment dans la partie orientale. Messieurs, mesdames, les officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, les coordonnateurs et les agences, mécanismes et autres structures de l'État, les représentants des organismes internationaux et des ambassades. Il y en a ici. Et je voudrais aussi saluer la présence dans la salle des représentants des ONG, de la société civile, avec lesquels nous cheminons depuis presque une vingtaine d'années. Je vois dans la salle certaines personnes avec lesquelles nous avons ouvert le premier camp d'accueil et d'orientation des enfants soldats dans ce pays à Kimweza il y a pratiquement 30 ans. Et 30 ans, nous en sommes encore là. Beaucoup d'amis parmi les officiers généraux supérieurs avec lesquels nous avons fait le terrain, même si ils ont oublié de me chercher même un petit rang ou un petit grade, et je ne leur en tiens pas la rigueur. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce documentaire que le MNS a monté sur le carnage des martyrs, des femmes, enfants, artistes et de la population à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier à Goma et à Bukavu, à la prise et à l'occupation de ces villes. Ces documentaires ne donnent qu'un aspect de l'indicible, ce n'est qu'un aspect. Et dire face à l'indicible, quel mot approprié trouver? Que faire en présence de l'indescriptible? Une barbarie sans limite. Et comme vous le verrez dans le documentaire, qui transforme des troupes comme les autorités rwandaises elles-mêmes le disent dans les documentaires, en machine à tuer, à amputer, à violer, à massacrer, sans état d'âme. Devant une telle inhumanité, les mots me manquent. Devant tant d'horreur, seul le silence et la résilience s'imposent. Nous sommes un peuple combattu de toutes parts et nous resterons toujours debout. Et
dans les temps les plus obscurs de cette trajectoire tourmentée de notre nation, moi qui ai commencé mon enfance dans les crépitements des balles et des affrontements de l'ONU intervenant et de l'ANC intervenant au Katanga contre les gendarmes katangais aidés par des mercenaires venus d'Afrique du Sud. Je crois que depuis cette enfance, on a eu très peu de temps de repos. Et j'espère que finalement, maintenant, nous touchons au bout de la trajectoire. J'y crois et je crois fermement. Parce que vous vous souviendrez, bien que cet exemple pour terminer, pour nous rendre en Ituri en 2001-2003, on devait passer par Kampala, obtenir un laissez-passer et prendre un petit porteur jusqu'à Bunia. Et à Bunia, entrer dans une petite hutte en vous courbant, parce que c'était fait de cette façon-là, pour montrer votre laissez-passer. Et le sergent, je ne sais plus, devait appeler Kampala pour demander si vous avez bel et bien reçu l'autorisation d'entrer dans l'Ituri, d'entrer à Bunia. Nous avons fait du chemin. Maintenant, le silence est brisé. L'omerta est brisée. Le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a donné cette force-là de pouvoir désigner le mal. Parce qu'au début, on n'arrivait même pas à suivre l'adage de ceux qui ont mon de Kibélé là. On s'est taisé. On n'avait pas cette force-là. Parce que dans nos réunions où on assistait, notre chef de l'État lui-même s'est taisé, ne désignait pas qui est le véritable mal. On a dépassé cette étape et finalement, on a fait aussi une bonne sensibilisation, une bonne diplomatie. Et j'ose croire que l'armée aussi n'est plus celle qui d'avant. Elle a fait un grand pas en avant en termes de montée de puissance. Et je salue également ici les patriotes résistants à Lendo. Le Congo est en train de changer. Le Congo est debout. Le Congo est résilient. Le Congo va aller de l'avant. Merci. Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur en charge des affaires étrangères et affaires coutumières, chers collègues, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur du mécanisme national de suivi, Général, directeur général adjoint du CHEST, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, membres de la presse, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est avec une immense émotion et un engagement renouvelé que je prends la parole aujourd'hui lors de la présentation de ce documentaire poignant intitulé « Carnage, martyrs des femmes et des enfants lors de l'occupation de Goma et Bukavu par l'AFC M23 ». Aujourd'hui, nous sommes réunis non seulement pour projeter un film, mais pour rendre hommage à la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont souffert et qui souffrent encore, et tous ceux qui ont perdu la vie à cause de cette barbarie qui a élu domicile à l'est de notre pays, par cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Les éléments relatés dans ce documentaire sont un douloureux rappel des conséquences dramatiques des conflits armés. Ils illustrent la nécessité d'une lutte continue pour la paix, pour la protection des plus vulnérables.
La violence contre les femmes et les enfants est un fléau inacceptable, un acte traître, un crime odieux, avec comme témoin le monde entier, et qui ne peut être toléré par aucune société qui se veut juste et équitable. Ce documentaire est non seulement un acte de mémoire, mais aussi un plaidoyer urgent pour la justice et la réparation, un plaidoyer pour l'arrestation des commanditaires. Il est essentiel de ne jamais oublier la souffrance endurée par nos concitoyens et d'ériger une barrière contre l'oubli. L'oubli qui est l'ennemi silencieux mais très incisif de la justice, car il passe sous silence les atrocités commises. L'oubli est l'ennemi de la mémoire. Un peuple sans mémoire est un arbre sans racines. C'est pourquoi, en tant que ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, à la tête de ce ministère, qui est le ministère gardien du souvenir et du devenir, je tiens à rappeler l'importance de l'art et du documentaire comme un outil puissant de sensibilisation et de mobilisation. Il nous aide à comprendre notre histoire, à partager nos luttes, à forger notre identité collective. Il témoigne également de notre résilience face à l'adversité. La République démocratique du Congo est un pays riche en diversité culturelle, historique et sociale. C'est à travers notre histoire que nous pouvons commencer à guérir, à reconstruire et à avancer. Ce documentaire joue un rôle crucial en éclairant les ombres de notre passé, de notre présent, et en nous invitant à un débat essentiel sur la paix, la justice et la réparation, pour que le futur soit plus brillant. Je voudrais profiter de cette occasion pour applaudir cette initiative, ainsi que les réalisateurs de ce documentaire qui ont, par leur travail, figé dans le temps, pour la postérité, ces moments tragiques et ces crimes pour lesquels notre pays réclame justice. Ce documentaire est un outil puissant aujourd'hui, mais il le sera encore plus demain, car il sera comme une cicatrice que l'on ne peut cacher, un appel à la promotion à la paix, mais aussi un appel à la justice et à la réparation. Nous avons la responsabilité collective de garantir la sécurité et la dignité de tous nos citoyens et de veiller à ce que de tels massacres ne s'oublient jamais et ne se reproduisent jamais. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement envers cette noble cause. Que ce documentaire serve de catalyseur pour des discussions profondes et significatives et qu'il nous inspire à construire un avenir dans lequel la paix et la dignité humaine primeront sur la violence et l'intolérance. Prenons l'engagement de ne jamais oublier. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ce que vous venez de voir ne représente qu'une infime partie de ce qui a été fait. Dans son introduction, lorsqu'il me saluait, il a dit que je suis l'un des témoins de l'histoire de notre pays, pas seulement témoin, mais vraiment acteur. Parce que je me rappelle encore que c'est en 1994 que j'avais accompagné le Premier ministre Léon Kengo-Adundu à Bukavu pour suivre en live l'envahissement de la ville de Bukavu et de ses environs par ceux qui fuyaient la mort au Rwanda. En ce moment-là, nous nous étions rendus en 1994. J'étais ministre du budget en ce moment-là. Nous étions 3 ministres qui accompagnions le Premier ministre Kengo Adundu. Il y avait Feu Pierre Lumbi qui était ministre de l'EPTT à cette époque et le ministre Rwanda Miringi qui était ministre de l'Environnement. En fait, il avait choisi les ministres de Kivu pour l'accompagner. C'est en ce moment-là que nous avons vu comment
il y a eu ce déferlement des Rwandais qui fuyaient la mort. Ils venaient avec bétail, avec armes, avec bagages, avec tout ce qu'ils pouvaient transporter, mais aussi ils avaient pu faire traverser la fourgonnette qui en fait était la radio de 1000 collines. Et c'était au camp Panzi, en camp. Je dois dire que le massacre de nos populations ne date pas de 1994, parce que je me rappelle qu'à la conférence nationale souveraine, nous avons eu à étudier et à documenter toutes les horreurs qui avaient été commises par les différentes rébellions qui avaient aussi endeuillé le pays. Le malheur de notre peuple, c'est que, effectivement, le temps passe, mais la situation s'aggrave davantage. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la 3e décennie des agressions, parce que la conférence, c'était des rébellions que nous étions en train de documenter. Maintenant, depuis 1994, ce sont plutôt les agressions, c'est-à-dire des attaques contre notre intégrité territoriale, contre notre souveraineté et contre notre peuple. Malheureusement, tout cela est fait en réponse à notre clémence, à notre gentillesse et à notre hospitalité. Nous avons accepté de recevoir des frères, des sœurs qui fuyaient la mort, mais nous ne savions pas que leur mort allait entraîner plus de morts chez nous. Aujourd'hui, ce sont des millions, et je pense qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre exact de toutes les victimes de ces agressions à la suite de ce qui s'est passé au Rwanda. Nous avons le mérite aujourd'hui de suivre cet exposé du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, une initiative que nous saluons parce qu'effectivement, il faut toujours constituer la documentation. Il faut toujours apporter les preuves parce que les générations futures doivent savoir ce qui s'est passé dans notre pays, mais également nous, notre credo a toujours été, depuis la société civile, que j'ai eu à coordonner pendant plusieurs années, c'est que l'on puisse un jour voir fonctionner un tribunal international sur les crimes commis en RDC. Cette demande est pressante, elle est toujours d'actualité. J'ai suivi dernièrement le procureur près la Cour pénale internationale, qui était de passage, et qui avait dit qu'il commençait déjà à instruire ou à documenter quelques cas. Je pense qu'il nous revient à nous tous ceux qui peuvent disposer des preuves, de pouvoir les mettre à la disposition des organisations ou même du gouvernement pour que, au moment opportun, la vérité soit connue et que la justice soit rendue. J'ai suivi les horreurs, les massacres qui nous ont été projetés tout à l'heure. Il fallait savoir se contenir. Évidemment, comme l'a si bien dit mon collègue, le professeur Tombaroba, nous sommes des témoins, nous sommes des personnes qui avons vécu tout cela. On peut dire que nos cœurs se sont finalement durcis à force de voir les affres, à force de voir ce genre d'événements malheureux.
Mais nous notons quand même qu'il y a une avancée parce que nous nous étions longtemps époumonés pour faire accréditer la thèse de l'agression. Je me rappelle qu'en ce moment-là, nous avions effectué plusieurs voyages dans le monde pour expliquer que notre pays était agressé, avec des preuves à l'appui. À ce moment-là, nous avions compris que le droit international, c'est un droit de ceux qui sont forts. Ce droit-là n'est favorable que à ceux qui peuvent s'imposer, soit par la puissance militaire, soit par la puissance de l'argent. Mais le peuple congolais a persévéré et il a tenu. Et heureusement que finalement, il y a eu aussi un compatriote qui a porté ce combat. Il s'agit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a porté ce combat à tous les niveaux, dans tous les forats, dans tout ce qu'il y a eu comme réunion. Il n'a pas porté les gants et il a désigné clairement d'où venait l'agression et pourquoi on nous agressait. On nous agresse parce qu'on veut nous ravir ce que le bon Dieu a si généreusement mis à notre disposition. Nos richesses, la beauté de notre pays. Quand vous passez, pour ceux qui sont déjà passés au nord Kivu, au sud Kivu, à Ituri, au Tanganyika, quand vous regardez la beauté naturelle qu'il y a là-bas, c'est vrai, on ne peut que nous envier. Mais c'est notre droit. Le bon Dieu a donné à chacun ce qui lui revient. Pourquoi doit-on nous en vouloir et vouloir nous le ravir? C'est ce combat-là que nous devons poursuivre. Et il ne va pas s'arrêter maintenant. C'est vrai que j'ai appris que les pourparlers ont commencé à Doha, ci et là, mais le peuple congolais doit savoir que la paix va revenir, mais elle ne sera pas durable. La paix va revenir, mais pour qu'elle soit durable, nous devons y travailler tous les jours. Nous devons faire de sorte que nous ayons une armée pour nous protéger. Vous avez appris tout cela dans les cours d'histoire. Tous ceux qui sont devenus des chefs d'État, des rois et tout ça, que c'était des guerriers, c'était des chefs d'armée. C'est à la suite de la victoire que, voilà, le héros était hissé comme roi, comme président. Et c'est pour cette raison que le droit romain aujourd'hui assimile un chef d'État au commandant en chef. Donc quand vous êtes chef d'État, vous êtes d'abord chef de l'armée ou des armées. Et cela doit nous habiter. Nous devons nous ressaisir. Nous devons reconnaître notre faiblesse, notre mollesse, notre négligence, notre indiscipline. Parce que les gens ne nous feront jamais de cadeaux, jamais. Nous ne devons pas croire que, bon, à l'époque où il y avait la gécamine, bon, elle peut toujours renflouer les caisses de l'État, on est là. Même quand un fonctionnaire n'a pas travaillé, on lui paye quand même le salaire. Non, nous devons effacer cela de nos têtes. Croire que quelqu'un peut recevoir un salaire sans avoir travaillé. Nous devons nous ressaisir. Quand nous le disons, nous avons l'impression que les gens écoutent et après, bon, ils banalisent. Mais cette fois-ci, prenons la chose au sérieux. Nous sommes en train de nous battre pour le retour de la paix.
des générations montantes, et nous tous qui sommes encore vivants, dès que la paix est rétablie, nous devons nous interroger. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Nous devons changer de comportement. Nous devons changer de comportement. Nous devons savoir que si nous ne gérons pas convenablement notre patrimoine, il va nous échapper. On va continuer à nous enquiquiner. Parce que quand vous n'avez pas de force, vous n'avez pas d'armée, c'est tout le monde qui viendra se promener chez vous et prendre ce qu'il veut. Ça, il faut le savoir. Alors ne commencez pas à crier le droit international, venez nous protéger, on a franchi nos frontières, ainsi de suite. Qui va vous écouter? Qui va vous écouter? Nous avions vraiment compris que le droit là, le droit ne s'exerce que en faveur de ceux qui sont forts. Voilà pourquoi nous devons travailler. Nous qui sommes encore là, nous devons faire de sorte que nous puissions léguer un pays fort, un pays bien géré, parce que tout doit commencer par la bonne gouvernance. Le peu de ressources que nous avons, il faut bien l'affecter, et en priorité d'abord à notre protection, à notre défense. Et après, nous pouvons nous occuper de notre environnement et de nous-mêmes. Je voudrais dire grandement merci à mon collègue Alphonse, le professeur Alphonse Ntumbalwaba, un rescapé à plusieurs reprises, je pense qu'il vous l'a dit, quelqu'un qui ne serait pas avec nous aujourd'hui, toujours lorsqu'il se battait pour rechercher à rétablir la vérité. Nous tous, on a connu des affres, on a connu des moments difficiles, mais cela nous a rendus encore plus forts. Et je constate que Alphonse Ntumbalwaba est encore plus fort aujourd'hui qu'hier. Nous devons l'applaudir. Je ne voudrais pas donner beaucoup de témoignages. Je voulais rappeler les quelques faits pour attirer l'attention des uns et des autres, pour que nous sachions qu'on peut documenter. Il y aura toujours des victimes, ainsi de suite. Hier soir, je parlais à une de mes filles. Je lui ai dit, mais on dirait que cette guerre-là est venue contre notre famille. Parce que nous avons perdu beaucoup de membres de famille. À Goma, à Calais, à Bukavu. Je leur ai dit, ne parlons pas des biens. Parce que tant que nous serons vivants, les biens, on va les produire. C'est vrai que tous nos biens, systématiquement, pour ceux qui connaissent Goma et Bukavu, ont été ravis par les rebelles qui sont là. Mais moi, je dis, ce qui compte, c'est d'avoir la vie. Et tant que nous serons vivants, tant qu'on sera intelligent, on va produire d'autres biens. Ce qu'il faut regretter, c'est la mort. Ce qu'il faut regretter, c'est la mort des innocents. Vous avez vu au début là, des petits enfants qui sont abandonnés en brousse, d'autres qui commencent à manger des rats, d'autres qui n'ont nulle part où aller. Ces cas-là sont des cas qui doivent à tout moment nous interpeller parce que l'être humain, il oublie très vite. Mais mes frères et sœurs, prenons la chose au sérieux. Prenons cette résolution de dire nous devons faire quelque chose. Le pays là, ce n'est pas seulement le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est aussi le vôtre, il est le mien, et que chacun, là où il se trouve,
il doit apporter sa pierre à la défense de notre pays, à la reconstruction de notre pays. J'ai dit, je vous remercie. J'adhère totalement au message de l'honorable président Bahati qui vient de dire que la paix c'est aussi une armée forte et la rhétorique devrait changer. Nous devons œuvrer tous dans les passages de pouvoir que nous avons pour que le pays se dote d'une armée forte. On ne se fera respecter que parce que nous avons mis en place des mécanismes de nous protéger. Et nous devons avoir une armée forte. La paix passe par là. Si on ne fait pas peur aux voisins, et bien systématiquement, eux nous feront peur. Je vous remercie. Je crois qu'après avoir suivi ce film, je lis le silence dans la salle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des vies humaines. Il s'agit d'une injustice qui n'a que trop duré, au vu et au su de tout le monde. Mon témoignage ou mon message ce jour, c'est de vous demander de ne pas rester calme de vous avez. Nous devons cesser de pleurer. Ce que nous venons de suivre est révoltant. Ça va cesser si nous nous tenons debout pour dire que c'est fini. Ça va cesser si nous cessons nous-mêmes, nous changeons de comportement, nous arrêtons de nous victimiser. Oui, nous sommes victimes. Que d'autres constatent que nous sommes victimes, nous devons aussi le dire, mais tenons-nous debout. Nous devons considérer qu'il y a une intelligence qui cible nos minéraux. Cette guerre, cette crise, elle est économique. Et nous sommes une puissance parce que nous avons des réserves que le monde entier, dont le monde entier a besoin. Il est temps pour nous de confirmer, heureusement qu'il y a une diplomatie très agissante. Notre place, c'est de caracoler auprès ou autour ou avec les grandes puissances. Nous devons saisir cette opportunité. Ces témoignages, bien sûr, sont des outils de connaissance qui doivent rappeler et faire vivre la mémoire à chaque instant. Le monde entier aujourd'hui parle du Congo, est conscient de ce qui s'est passé, est conscient de cette injustice et se tient à nos côtés. Les paradigmes ont changé de venir. Mais il faudrait qu'en interne, nous puissions développer cette volonté, cet engagement, ce courage qu'il nous faut de dire plus jamais ça, que nous puissions mettre de côté les inhibiteurs. Ce sont des actions ou des antivaleurs, telles que la division, le tribalisme, et que sais-je encore, nous devons les mettre de côté. Considérer que nous sommes un seul peuple. Nous sommes habitués à appeler la guerre de l'Est. Mais c'est la guerre du Congo, c'est le Congo qui est agressé. Et c'est pourquoi nous, société civile, nous sommes en train de mener cette campagne du port ou de l'illustration du sang qui a coulé. Nous portons les brassards, les écharpes rouges. C'est pour indiquer que le sang n'a que trop. Plus de 12 millions de morts. La comptabilité indique 12 millions avec 5 litres de sang que contient chaque être humain. Ça fait 60 millions de litres de sang. Et c'est trop. Le Rwanda a su capitaliser. Le génocide qui n'a entraîné que 700 ou 800 000 morts. Mais nous ne savons pas instrumentaliser, capitaliser autant de milliers de morts. Et le symbole que nous avons adopté, c'est le rouge, le sang du Congolais. Je pense que nous sommes ici dans l'ordre même de la stratégie, le TSD. Nous devons développer des grandes stratégies et actualiser toutes les stratégies nécessaires
pour faire face à la menace qui ne fait que commencer lorsqu'on voit la reconfiguration de l'ennemi qui se réorganise maintenant avec des acteurs qui avant étaient cachés dans l'ombre. Aujourd'hui, ils passent au devant de la scène, c'est-à-dire peut-être que la guerre ne fait que commencer. Il faudrait que le TSD développe de nouvelles stratégies pour pouvoir y faire face et que le peuple reste debout, se tienne debout et que ces gens nous trouvent debout, pas en train de pleurer. Je vous remercie. Je connais tous les points. La guerre de 94 m'a surpris là-bas, la guerre de 98 m'a surpris là-bas, de 2005 m'a surpris là-bas, et je ne sais pas combien ça s'est coïncidé qu'on était à tout moment surpris avec des guerres. Alors, je voudrais juste témoigner de cette façon que à tout moment qu'il y a une guerre et que les groupes armés prennent une ville ou une cité, les personnes en situation de handicap qui ne savent pas fuir, qui sont visiblement repérées, sont les premières victimes. Et à tout moment qu'on fait une documentation, cette catégorie de personnes semble être oubliée. Nous avons beaucoup de frères, de sœurs là-bas, comme par exemple à Loumé. Il y a eu 21 à Loumé, c'est juste la direction d'Aléa Kassindi à Béni. Il y a eu une vingtaine, disons 21 personnes, des personnes handicapées, qu'on a ouvert une fosse septique et qu'on a introduit par les terroristes des ADF-NAL. Et cette documentation-là n'a jamais été documentée. À la prise de Rutshuru et Kiwanja, et il y a eu quelques amis qui étaient à Nyamilima, qui sont descendus à Kiwanja pour se réfugier, ensemble dans notre centre avec une dame que nous travaillons ensemble avec elle, dont nous taisons les noms pour les raisons de sécurité. Il y a eu des enfants handicapés qui ont été massacrés et on ne sait pas leur sort jusqu'à présent. C'est aussi des éléments qu'il faudrait ajouter dans la documentation. Qui dit, à la prise de Goma, il y a une des sœurs qui était à Saki, qui avait fui, et qu'on a tué, et on n'a pas vu même son cadavre par le simple fait qu'elle était une personne atteinte d'albinisme. Et au territoire de Calais, avant que la guerre ici ne commence, nous avions déjà documenté 10 tombes profanées des personnes atteintes d'albinisme. Il y a eu 22 enlèvements des enfants handicapés et plusieurs enfants à Bukavu, dont au moment où je vous parle, notre coordonnateur, parce que c'est une personne atteinte d'albinisme et dont nous taisons toujours le nom pour raison de sécurité, est porté disparu. Et aussi, quand vous arrivez à Katokota, juste à Kamanyola, quand vous traversez la rivière pour aller à Luvungi, il y a un village qu'on appelle Katokota. Alors, le village Katokota, pourquoi? C'est parce que ça bouillonne. Et il y a une rivière chaude. Et cette rivière-là est thérapeutique. Vous pouvez boire cette eau, vous pouvez faire beaucoup de choses, et puis c'est un antibiotique de large spectre. Et c'est là où les rebelles de M23 se sont arrêtés. Les commandants de ce secteur-là, disons à Luvungi, était une personne atteinte d'albinisme qui était policier là-bas. Il était commissaire supérieur adjoint, dont nous taisons son nom, et a été enlevé, et son corps, et on ne sait pas son sort, et il est porté disparu jusqu'à présent. Alors, à l'est, il y a un triangle de la mort qui s'opère entre, disons, Moba, Kalemi et Moba, ensemble, Kigoma, Bujumbura et Uvira. Alors, à tout moment, il y a des tombes des personnes atteintes d'albinisme qui sont profanées,
et utilisé dans le cadre des magico-fétichistes parce qu'on vend là-bas des familles à 20 000 $, des tibias à autant de dollars pour les magico-fétichistes. Alors, notre plaidoyer en tant que président de la fédération de cette catégorie de personnes, nous voudrons qu'à tout moment qu'il y a aussi des documentaires pareils, nous puissions aussi être juste des personnes ressources, parce que nous connaissons très bien ces territoires-là et à tout moment nous avons des communications avec nos frères sur l'évolution de la guerre et la façon dont les droits de l'homme sont gravement violés. Merci. Monsieur le professeur Tobalova, merci de m'avoir accordé la parole. Je remercie d'abord cette initiative de nous regrouper, enfin de nous conscientiser par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, par rapport au viol, au massacre et tout. Donc, je suis la présidente de l'ONG Communauté pour la dignité et l'honneur de la femme, CDHF Antique. Je pense que nous avons une mission. D'abord, la dénomination de notre ONG, la dignité de la femme, l'honneur de la femme. Et nous voyons qu'avec tout ce qui s'est passé, qui continue à se passer à l'Est, donc la femme, la dignité et l'honneur de la femme est vraiment bafoué. Des viols, où on a vu ici comment on a violé les femmes au nombre de 158 personnes et on les a brûlées dans cette prison-là. Donc, je viens pour formuler une observation d'abord et puis formuler une recommandation. Cette observation, je commence d'abord par que les femmes souvent sont toujours marginalisées lorsque dans les espaces où il y a des tensions, donc ce sont des femmes qui sont marginalisées. Et puis la recommandation que je vais donner ici, donc j'aimerais vraiment que nous puissions, nous tous ensemble, nous mettre debout pour nous battre. Je félicite l'excellence Patrick Mouyaya et surtout l'excellence Thérèse Kaïkwamba avec tout ce qu'elle a mené comme démarche au niveau de la diplomatie qui commence à porter des fruits. Nous sommes vraiment très contentes, mais nous demandons à ce qu'on puisse vraiment sécuriser la femme, sécuriser les enfants. Nous avons vu comment les enfants étaient en train de pleurer ici, abandonnés à leur triste sort. Donc, vraiment, que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se met debout tout le temps, aller à gauche, à droite, se battre pour la paix, et c'est lui qui a dénoncé aujourd'hui que tout le monde puisse savoir que c'est le Rwanda qui est en train de pousser les M23 et les autres. Donc, au début, c'était seulement le Congolais congolo, et aujourd'hui, on sait que c'est le Rwanda qui est derrière. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'ils reconnaissent qu'ils s'approvisionnaient dans un circuit frauduleux avec des minerais qui étaient les résultats du sang du massacre, mais que devant les instances judiciaires, spécialement françaises et belges, on devait faire le point par rapport à la suite. Et donc, considérer que le droit faisait une bonne excuse d'avoir été en retard. Je pense qu'on va prendre rendez-vous avec le même public pour aller un peu plus en profondeur, parce que le film que vous avez regardé, je l'ai regardé avant vous, et je pense qu'il y a un travail de complément qui s'est fait encore avec mon équipe. Et donc, dans ce que le professeur a dit, en termes de contribution des uns et des autres, je pense que ce sera véritablement la bienvenue. Parce que sur ce qui se passe dans l'Est, on ne peut pas faire qu'un film. On peut faire un film, on peut faire un documentaire, on peut faire des séries, on peut tout raconter parce que c'est des histoires qui s'étalent sur une période qui dure 30 ans. Aujourd'hui, alors lorsqu'on devait y aller, on avait décalé de 48 heures. Les enterrements, beaucoup de gens étaient impatients. Mais dans la discussion, je pense avec la ministre d'État de la Justice à l'époque, elle me dit, écoutez, nous,
Le travail ne consiste pas seulement à faire enterrer ceux qui ont été touchés, mais nous avons un travail de documentation que nous faisons, mais nous avons aussi un travail qui doit nous permettre de réunir des éléments à opposer devant la justice. Parce que fort, malheureusement ou heureusement, la justice, ce n'est pas simplement sur base de la vue des images que la justice condamne. C'est sur base de notre capacité à démontrer par des faits précis ce qui s'est passé. Parce que pour ceux qui sont morts à Bobunga, par exemple, il fallait avoir le médecin légiste bien connu, notamment au niveau des Nations Unies, pour qu'ils viennent établir que les personnes qui sont décédées du fait des balles qu'ils ont eues ou des fragments des bombardements. Il faut faire un peu de balistique, il faut faire tout ça, les mettre sur un document. De sorte que lorsqu'on va poursuivre les responsables pour crimes de guerre, que nous soyons en mesure, ou crimes contre l'humanité, que nous soyons en mesure de les démontrer par des faits, non pas seulement par des mots. Le professeur a évoqué tout à l'heure la Cour internationale de justice avec l'Ouganda, qui paye 365 millions de dollars à 5 annuités pour tous les cauchemars causés dans la guerre de ce jour à Kisangani. Ceux qui ont vécu la guerre, nous y étions l'année dernière dans le cadre de la génération, c'est les commémorations du Génocoste, on dit que c'était largement insuffisant. Mais peut-être alors, parce que nous n'avions pas suffisamment documenté. Et donc, vous voyez l'importance et la pertinence du travail qui est fait par le professeur aujourd'hui. C'est pas seulement mettre en vidéo ce que vous avez pu noter, voir, mais c'est aussi mettre sur papier. Nous sommes en train de travailler justement avec ces équipes pour avoir un livre bien documenté sur le carnage qu'il y a eu à Goma et les événements de Bukavu. Parce que si vous suivez le président rwandais et ses supplétifs, ils vous disent qu'il n'y a eu que 400 ou 500 morts. Les autres morts, ils considèrent que bon, c'était des FARDC ou des Wazalendo. Ça veut dire qu'ils devaient mourir, y compris pour le militaire qui était dans des positions où ils n'avaient pas d'armes, tout simplement parce que quelqu'un avait un t-shirt. Ce qui s'est passé à Goma, ce qui s'est poursuivi à Bukavu, c'est juste innommable. Et ça continue de se faire aujourd'hui. J'ai vu, je crois, le camarade Missing qui est passé par ici, avec un témoignage fort touchant, mais c'est pour ça que nous faisons la campagne Congolais Téléma. Et c'est une campagne, vous pouvez être sûr qu'il ne se terminera que le jour où le dernier Rwandais, militaire rwandais, sortira de notre territoire. Et donc, il faut être sûr que tous les jours, et maintenant, avec la collecte de la culture, nous utilisons nos artistes pour qu'eux aussi, à leur tour et par leur talent, par leur voix, puissent contribuer à passer des messages de soutien et de solidarité avec ceux qui sont touchés, parce que nous sommes tous fils d'une même mère et d'un même père, la RDC, et nous devons tous nous assurer que nous sommes solidaires de la même manière. Je vais terminer en disant, peut-être que les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des parties du territoire qui sont provisoirement sous occupation, mais cette guerre, on va la gagner. Et nous sommes déjà dans la voie de la guerre. Et c'est une guerre que nous faisons sur plusieurs fronts. Et comptez sur nous, parce qu'aujourd'hui, si vous avez vu la dernière sortie du président rwandais, si vous regardez ce qu'il commence à raconter, vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre. Ça veut dire que c'est parce que justement, nous avons bien porté le combat. Et je vais terminer sur un point qui revient souvent, parce que comme le professeur disait, je ne suis pas spécialement les plus voulus du côté du Rwanda, d'ailleurs tant mieux. Lorsque nous parlons du poison rwandais, les gens tendent à nous opposer la stigmatisation. Ce n'est nullement une stigmatisation. La stigmatisation, c'est lorsque j'ai vu eux aussi, à leur tour et par leur talent, par leur voix, puissent contribuer à passer des messages de soutien et de solidarité avec ceux qui sont touchés, parce que nous sommes tous fils d'une même mère et d'un même père, la RDC, et nous devons tous nous assurer que nous sommes solidaires de la même manière. Je vais terminer en disant, peut-être que les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des parties du territoire qui sont provisoirement sous occupation, mais cette guerre, on va la gagner. Et nous sommes déjà dans la voie de la gagner. Et c'est une guerre que nous faisons sur plusieurs fronts. Et comptez sur nous, parce qu'aujourd'hui, si vous avez vu la dernière sortie du président rwandais, si vous regardez ce qu'il commence à raconter, vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre.
Ça veut dire que c'est parce que justement, nous avons bien porté le combat. Et je vais terminer sur un point qui revient souvent, parce que comme le professeur disait, je ne suis pas spécialement les plus voulus du côté du Rwanda, d'ailleurs tant mieux. Lorsque nous parlons du poison rwandais, les gens tentent à nous opposer la stigmatisation. Ce n'est nullement une stigmatisation. La stigmatisation, c'est lorsque j'ai vu, et j'en ai eu presque des larmes, on parlait de la dignité de la femme tout à l'heure, un sénateur rwandais sur la télévision nationale rwandaise dire que les femmes congolaises ne sont pas assez belles pour être violées par les militaires rwandais. C'est cela le vrai discours de haine qui est étatisé et qui, malheureusement, n'a subi le moindre mot de condamnation. Et donc, lorsque nous parlons du poison rwandais, c'est justement parce que nous sommes inondés des mensonges et des fake news, de la machine des désinformations. Pour vous donner une simple illustration des dégâts que cela cause, souvenez-vous à l'époque de Covid, on vous dit faites-vous vacciner, mais il y a des personnes qui ont diabolisé les vaccins parce qu'ils savent tout, et il y a des personnes qui sont mortes. Laisser propager le poison rwandais dans notre opinion, c'est laisser entrer le venin de la division que Madame Dez a dénoncé tout à l'heure. On nous a dit qu'à Kinshasa, on attaquait les Baswahili, on les chicotait, mais lorsque vous regardez dans les faits, vous voyez qu'il n'y avait rien. Mais les gens y ont cru parce que cela a été révélé. C'est comme ça que fonctionnent ces poisons que nous sommes tous appelés à combattre. Et d'ailleurs, je suis heureux de voir que de moins en moins, les Congolais accordent de l'attention à ce qui est distillé de l'autre côté. C'est aussi de cette manière que vous contribuez à mettre fin à cette guerre, parce que dans cette guerre, tous les Congolais payent les prix. Il y a des projets de développement, il y a des projets dans l'éducation, de la santé, on parlait de femmes, on a beaucoup parlé de couverture santé universelle, de gratuité de maternité, et tous ces avantages qui auraient pu profiter à nos femmes lorsqu'elles sont dans ces programmes seront affectés parce que d'autres femmes ont été affectées à la guerre. C'est pour ça qu'il est important que chacun de nous prenne conscience et que chacun de nous soit en mesure, où il se trouve avec les moyens qu'il a, d'apporter sa contribution. Bon, en attendant, professeur, notre prochain rendez-vous, je voudrais déclarer la clôture de la manifestation de ce jour. Cette omerta qui a détruit la République démocratique du Congo durant ces 30 dernières années. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue tout au long de cet élément. Info 243 au cœur de l'actualité. Info 243 au cœur de l'actualité.